Bonjour, shalom, assalamu alaikum, ou pour faire plus local, un loalais. Et vous nous suivez en direct depuis l'université de Kara, où le club de la presse se délocalise dans le cadre de la 6e édition des journées portes ouvertes du Conseil national des patrons de presse CONAP. Les quelques 420 km ne nous ont pas découragés, ni le mauvais état par endroit de la route nationale numéro 1, encore moins le temps chaud et poussiéreux de ce temps d'harmattan. Le club de la presse s'honore d'être à ces importantes activités de la presse togolaise depuis 6 ans, un partenariat qui nous conforte. Eh bien, pour cette émission, nous sommes avec nos deux techniciens, Michel Kokubito Tomega et Jérôme Dakucha. Nous bénéficions également de l'accompagnement technique de l'Université de Lomé. Nos invités viendront du CONAP. J'allais dire l'accompagnement technique de l'Université de Kara qui nous accueille. Nos invités viendront du CONAP, notamment le secrétaire général Marc Abefran. Bonjour Marc. Bonjour Sass et bonjour à tous les auditeurs du club de la presse. Et la maison qui nous accueille, l'Université de Kara, nous déléguera également 2 invités, à savoir quelqu'un qui parlera au nom de la présidence de l'Université de Kara et également un porte-parole des étudiants, le temps qui nous rejoignent. Et comme le club de la presse, d'abord la revue de presse, nous aurons 2 confrères pour commenter l'actualité, notamment socio-politique, et que comme nous sommes à Kara, il est de bon ton que nous bénéficions de la fidélité de celui que nous avons dénommé notre Tchocho national, Michel Sarakoa Balo Tchadja, Gazman. Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents, et puis bonjour à nos amis auditeurs. Un petit souci. Oui. Alors je disais donc bonjour à toi Sass. Et bonjour aux confrères ici présents et bonjour à nos fidèles amis de l'auditrice. Et puis c'est avec plaisir qu'on anime cette émission ici à Kara en observant, en contemplant les deux. Merci. Eh bien, pour commenter l'actualité avec Michel Tchadja, nous avons cherché et trouvé comme l'ami Carlos Ketou de l'Indépendant Express. Bonjour Carlos. Bonjour Sass, bonjour chers depuis Kara. J'ai effectué les 420 km pour être aux côtés des confrères du CONAP sur les portes ouvertes. J'avoue que c'est la première fois que je participe de façon solennelle aux activités du CONAP pour des questions des paroisses que vous connaissez. Et aujourd'hui, je salue cette organisation de qualité et je salue au passage mon frère, ami le président du CONAP à Réunion, Tchanyao, qui a assuré cette organisation. Je salue également toute la population de Kara et également mes lecteurs de l'Indépendant Express et les auditeurs de Canal FM à Lomé qui sont actuellement à l'écoute, sans oublier les autorités de Kara en première ligne, le préfet, le colonel Bakali qui nous a accueillis dans toute cette. Merci Carlos. Nous voyons dans la salle un grand nombre de confrères journalistes venus d'un peu partout, depuis Tchankasé à Saint-Kassé, comme nous aimons le dire, des confrères venus de toutes les régions du Togo pour s'associer à ces JPO. Le secrétaire général du CONAP nous dira tantôt le secret par lequel cette réussite est à l'ordre du jour. Nous voudrions également dire notre admiration, l'admiration du club de la presse de Canal FM. Nous sommes associés au JPO depuis 6 ans. Nous étions à l'Agora Senghor. Nous avons également été au centre aéré de Kakavili, la Blue Zone. L'année dernière, nous étions à Sokoré qui était qualifié de zone interdite. Le CONAP et le club de la presse ont pu lever ce verrou-là. Et aujourd'hui, nous sommes à Kara
L'occasion également pour nous de remercier encore une fois les autorités de l'Université de Kara, le préfet de la COSA, dont nous apprenons qu'il a ouvert personnellement les JPO et toutes les autorités. C'est à notre honneur. Alors commençons par le CONAP. Makarofla, bonjour. Bonjour, SAS. Eh bien, vous êtes le secrétaire général, sans faire ombrage au président, la cheville ouvrière de cette organisation. Dites-nous d'abord, quel est le secret par lequel vous avez transporté les JPO l'année dernière à Sokoré et aujourd'hui à Kara? Je pense, avant même de répondre à la question, j'aimerais faire une précision. Les journées portes ouvertes ne sont pas les journées portes ouvertes du CONAP, les journées portes ouvertes du Conseil national des patrons de presse, mais ce sont les journées portes ouvertes de la presse tout entière. Et c'est avec bonheur que nous retrouvons à chaque fois quand nous nous mettons à l'organisation de ces journées portes ouvertes l'ensemble des confrères, quelle que soit leur organisation d'appartenance. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que le secret de la réussite de ces journées portes ouvertes, c'est l'accompagnement permanent des confrères qui nous ont fait confiance en nous plaçant à la tête de son organisation. Et on peut dire aussi le leadership du président du CONAP, Paris, Nyao, qui met toujours les petits plats dans les grands pour faire de cette rencontre qui est devenue un peu une marque de fabrique de la presse. Parce que, vous savez, nous organisons généralement les journées portes ouvertes en fin d'année. Et cette année, nombreuses ont été les interpellations des uns et des autres quand l'année s'est terminée sans que ces journées portes ouvertes ne soient organisées. Donc nous avons tout fait avec l'accompagnement bien évidemment des partenaires qui sont avec nous, mais aussi des autorités de la ville de Kara, notamment le préfet, le colonel Bakali Baobadi, réussit cette délocalisation. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, comme on peut le constater, je suis persuadé, les auditeurs l'entendront peut-être, la mobilisation est satisfaisante et nous sommes heureux de ce qui est en train de tendre vers une réussite de la 6e édition des journées. Merci Marc. Vous savez qu'on peut toujours mieux faire et c'est pourquoi les JPO gagneraient plus en inclusivité, notamment de femmes. Dans la salle, je ne trouve que 2 consoeurs, l'une venue de Lomé, la seconde venue de Blida, alors qu'à 3 quand même consoeurs qui se trouvent perdus dans toute cette mare de masculins. Voilà également un effort à faire pour réussir plus d'inclusivité. Oui, bien évidemment, tu sais, l'inclusivité de genre est une de nos préoccupations qu'on a. Il faut seulement constater que notre métier, même il n'y a pas beaucoup de femmes, surtout patronnes de presse, les quelques-unes qui sont responsables de médias sont avec nous et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que nous les accueillons à chaque fois, pas seulement sur les journées portes ouvertes, mais sur toutes les activités que le CONAP organise pour l'ensemble de la presse. Eh bien, venons-en maintenant au menu de ces JPO. Il y a eu le cérémonial inaugural hier. Il s'en est suivi, je crois, des conférences qui continuent encore aujourd'hui, voire même demain, des émissions interactives dans le club de la presse que nous animons actuellement. Il y a d'autres aspects de ce programme. Marc? Oui, bien évidemment, comme vous venez de le rappeler, nous avons eu une brillante conférence inaugurale sur le thème des journées portes ouvertes de cette année, les médias, facteurs de paix et de cohésion sociale. Après cette conférence inaugurale, nous avons suivi une formation sur le thème couverture médiatique en période électorale. Vous n'êtes pas sans savoir que cette période est délicate et les médias sont appelés dans une telle période à plus de professionnalisme. Et ce qui fait que même si nous sommes conscients que beaucoup de journalistes ont déjà eu à faire une élection présidentielle, il est important de rappeler les règles ô combien importantes de notre profession dans ce genre de période. Au-delà de ça, tout à l'heure, nous avons reparlé le nouveau code de la presse. Notre profession s'est dotée d'un nouveau code de la presse selon les indiscrétions. Même ce code de la presse a été promulgué, donc nous sommes en plein dans un nouveau code de la presse. Marc, indiscrétion, donc le code de la presse aurait été promulgué en attendant que nous assurions justement de cette promulgation, mais le CONAP a pris de l'avance. Nous avons outillé déjà les confrères ce matin sur ce nouveau code, les grandes lignes de ce code-là, pour nous préparer à cette mutation-là qui est attendue de tous les médias. Mais nous savons, il y a une convergence d'action aujourd'hui pour une meilleure professionnalisation des médias, des métiers de médias. Et comme nous sommes les premiers concernés, nous avons placé ces JPO sous le pari de la professionnalisation de la presse.
Et nous voulons que la communauté nationale, que les autorités administratives, mais aussi nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs soient conscients que la professionnalisation est au cœur de nos préoccupations, nous, acteurs de médias. Et c'est pour ça que demain, il y a une grande table ronde de tous les acteurs de médias. Toutes les organisations professionnelles de presse ont été associées, que ce soit les organisations patronales, avec le PPT qui est représenté ici même à ma gauche, le CONAP est déjà présent, l'URATEL, toutes les organisations, mais aussi les syndicats, l'UGIT et tout. Nous allons faire une table ronde pour réfléchir ensemble sur une grille commune des tarifs des prestations médiatiques. Vous savez, nous voulons mettre fin depuis un certain moment déjà, et le club de la presse, et à chaque fois nous sommes interpellés sur ce phénomène où tout le monde semble dire que les journalistes attendent des couvertures médiatiques pour prendre ici et là quelques sous des journalistes qu'on retrouve des fois pratiquement, et ça fait mal de le dire, en mendiant sur un certain nombre d'événements. Et nous prenons le démon pour aller sur cette profession, pour éviter ce genre de comportement en adoptant une grille commune de nos prestations médiatiques, et je pense que c'est le programme demain. Maintenant, au-delà de tout ce qui est conférence, aspect officiel, vous savez, les JPO aussi, c'est une fête. Et cette fête-là, c'est essentiellement la découverte de cette belle ville de Kara où nous sommes. C'est aussi à côté des activités récréatives que nous avons au cours de cette journée porte ouverte, et aussi les nombreuses émissions interactives en direct que nous animons depuis l'université de Kara ici même. Merci. Nous avons suivi ensemble l'exposé sur le nouveau code de la presse. J'ai pu comprendre qu'il y a encore des nuances, des subtilités, notamment les médias traditionnels, les médias nouveaux, et qui sont à différencier des réseaux sociaux. Or, il se fait que le club de la presse que nous animons actuellement, et qui est retransmis par un certain nombre de médias, notamment à Kara, plutôt à Niamtoubou, à Dapaon, à Sokodé, un peu partout à Lomé. Mais l'émission également sera retransmise après sur YouTube. Alors, vous allez nous dire si YouTube est un média social ou bien un réseau social. Je ne voudrais pas m'aventurer sur les propos que nous tenons dans ce studio lorsque ces propos seront retransmis sur YouTube, mais ça c'est une autre affaire. Merci Marc Abouflam, encore vous transmettez au président du CONAP et à toute votre équipe et à tous les confrères notre sentiment de confraternelle considération. Et comme nous sommes à l'Université de Kara, et maintenant nous tournons vers l'un des maîtres de la maison, professeur Pachakom Isidore, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Eh bien, j'ai cru entendre dans les couloirs quelqu'un vous appelait honorable. Alors dites-nous, est-ce que vous seriez député à l'Assemblée nationale? Je l'ai été. Vous l'avez été. Mais le titre continue à vous coller à la peau. Bien sûr. C'est social. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes maître de conférence en littérature. C'est vous qui dirigez les affaires académiques et la scolarité à l'université de Kara. Je vous en souhaite beaucoup de courage, connaissant les étudiants pour en avoir été moi-même, tout ce que vous devez gérer comme émotion. Mais l'université de Kara, comme celle de Lomé, vous êtes souvent accusés de ne former que des chômeurs, des gens sortis de vos universités qui gagneraient à trouver de l'emploi. Alors, devant le double défi de la modernité, des technologies qui avancent sans cesse, et ce reproche qui vous est fait en matière d'adaptation de vos curricula d'enseignement aux réalités du monde du travail, quelles sont les dispositions que l'université de Kara prend ou a déjà prises éventuellement? Merci pour cette opportunité double que vous donnez à l'université de Kara. C'est une façon de l'accompagner dans ses efforts continus de modernisation pour donner à la jeunesse togolaise et africaine en général les opportunités d'une bonne formation en vue d'une socialisation plus aisée. Merci encore une fois au CONAP qui a choisi le campus université de Kara pour sa 6e édition. C'est une opportunité de visibilité que vous nous offrez, nous sommes. Et le nouveau président de l'université, le professeur Sanda, qui a pris les rênes de l'université depuis 2016, s'est fixé 2 objectifs primordiaux.
l'axe central de sa gouvernance se bâtit sur 2 piliers. La numérisation avancée de l'institution et l'implémentation de l'assurance qualité. Il est bien vrai que quand vous arrivez à l'Université de Kara, entre la clientèle estudiantine et les besoins en infrastructure, le gap est très élevé, mais nous compensons cela par l'utilisation très poussée des facilités numériques. Par exemple, nous avons cette année réussi à passer en inscription des étudiants en ligne. L'étudiant entre en ligne sur notre site pendant 15 minutes maximum, il a fini de s'inscrire en payant les frais en ligne par Timon. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à partir de cette année, pour longtemps encore, l'étudiant de Kara n'est pas obligé pendant la période de l'ouverture des inscriptions de se déplacer pour venir sur le campus. D'Apon à Néhor, du salon de son père ou de sa mère, à côté de ses parents, dans son lit, avec son Android, il rend sur le site. Ou bien à partir de son propre studio, parce qu'on peut s'attendre que l'étudiant commence à louer une pièce lui-même. Tout à fait, et ça, ils sont nombreux ici. Donc, de sa chambre, il est en mesure de s'inscrire jusqu'au bout, sans être obligé de se déplacer. À la fin, il imprime les fiches d'unité d'enseignement et puis de paiement en Timon pour venir compléter son dossier physique à la DAS, le temps où il est disponible. À ce niveau, professeur, il faut vous en féliciter, mais souhaiter que les compagnies de téléphonie vous accompagnent, parce que ces derniers temps, faire des transferts T-Money, c'est un véritable gageur. Sinon, priez que les opérateurs de téléphonie ne mettent pas en échec vos innovations. Tout à fait, nous sommes en collaboration étroite avec eux. Si vous regardez sur le campus, nous avons fait disposer 6 kiosques de T-Money. L'étudiant qui arrive avec son argent, il ne sait pas comment manipuler pour payer en T-Money, approche un kiosque, on lui intègre ça sur son portable et on l'accompagne pour le temps que la culture numérique soit bien assimilée par la gente estudiantine pour que ce processus-là soit encore plus facile. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je peux vous prendre au dépourvu, mais les statistiques, vous avez combien d'universités, combien d'étudiants maintenant à votre université? À cette heure-là, nous n'avons pas encore totalement bouclé parce qu'il y a la phase des masters et des doctorats qui n'est pas encore clôturée. Ils sont dans le circuit des inscriptions. Sinon, nous tournons déjà au-delà de 20 000 étudiants. 20 000 étudiants. Je ne vous cache pas que j'ai été personnellement un peu déçu parce que je m'attendais à ce que les JPO se tiennent sur le nouveau site de l'université. C'est à partir de là qu'on devrait animer, mais je constate que vous êtes encore sur l'ancien site. Non, si vous regardez bien, vous constaterez que l'université vient de réussir la clôture du site de l'ENI de Kara. Et il y a aussi sur le site de PIA, il y a la faculté des sciences et techniques, il y a la faculté des sciences de la santé et les masters professionnels, master licence professionnelle. Donc ça veut dire que, bon, c'est pas moi qui prends la décision, mais avoir l'allure à laquelle nous allons, c'est peut-être probable qu'il y ait finalement 2 campus à Kara. Merci professeur, qu'il en soit ainsi et ce sera pour le bonheur du Togolais qui ne cherche qu'à apprendre. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps vous avez ouvert, je crois, 2 filières en licence sur les nouveaux métiers que va sûrement générer la décentralisation. Tout à fait, et c'est l'un des aspects les plus marquants de la gouvernance du président Sanda, c'est-à-dire la part du professionnel dans la formation des étudiants. Comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, on a l'impression que les universités sont devenues des industries de fabrication de chômeurs. Alors, pour contourner cette difficulté qui n'est pas seulement togolaise, qui est régionale, africaine et internationale, il fallait réfléchir sur des approches de formation à courte durée qui donnent à l'apprenant les outils adéquats pour entrer plus aisément sur le marché du travail. Voilà pourquoi, à ce jour, nous avons à l'Université de Kara une licence professionnelle en langue étrangère appliquée, une licence en soins vétérinaires, une licence, je cite les licences professionnelles comme cela,
en statistique sociale appliquée, en sécurité informatique et cybercriminalité, en multimédia et Internet, en maintenance industrielle, en contrôle qualité et sécurité des aliments. Nous avons des masters tels que master en planification et développement, agro-business management et marketing agricole, en phytopharmacie, en protection intégrée des végétaux, en pêche et produits halieutiques. Voilà de façon ramassée le tableau des formations professionnelles. Ces formations professionnelles tiennent compte dans un premier temps du profil d'entrée, ensuite du profil de sortie et enfin des bassins d'emploi. Nous avons réfléchi et chaque fois qu'on trouve une opportunité sur tel aspect du marché, eh bien, nous formulons une offre de formation pour donner à cet aspect-là des dispositions techniques et universitaires pour que le besoin exprimé par une offre de formation ou d'emploi, par exemple, puisse avoir à notre niveau des ressources disponibles. Merci, professeur. Nous aurions pu vous garder ici pendant longtemps, mais souffrez qu'on suspende là. Mais on a écouté le professeur, l'enseignant, et également le dirigeant. Nous allons maintenant écouter un étudiant de l'Université de Kara. Et nous allons avoir un ami, Président Kanani. Professeur, vous restez pour écouter votre étudiant en direct, s'il vous plaît. Président Kanani, bonjour. Vous êtes étudiant en année de recyclage à la FASEC et vous êtes membre du club de l'association des communicateurs de l'Université de Kara. Eh bien, vous avez écouté votre professeur, le professeur Pacha. Dites-nous d'abord, est-ce que vous vous sentez fier d'être étudiant de l'Université de Kara? Merci. Comme la présentation est déjà passée, nous sommes vraiment fiers d'être à l'Université de Kara, en particulier moi, je suis fier d'être à l'Université de Kara. Et qu'est-ce qui fonde cette fierté? Oui. Premièrement, nous voyons qu'avec l'arrivée du président Sanda Komla, nous avons vu beaucoup d'innovations. Il n'y avait pas la cantine universitaire au début, lorsque l'on était venu dans les années 2016. On mangeait peut-être sous les manguiers avec les petits zangas. Et après, en 2017, nos petits frères qui sont venus étaient surpris par la construction de la cantine universitaire et en même temps la place de restauration, le restaurant qui bossait et qui était subventionné. Et donc le ticket se vendait à 300 francs pour permettre à tous les étudiants d'aller soit à la cantine pour manger librement, soit payer un ticket de 300 francs pour aller au restaurant manger. Et après quoi, pour les inscriptions, nous voyons que lorsque nous voulons nous inscrire, et on fait toujours la queue, on dit étudiant c'est la queue. Il suffit de te réveiller, même à 2 heures, tu viens, tu es sur une liste très longue. Et après, on a vu l'innovation. Il y a eu l'inscription en ligne qui a commencé et le paiement des frais se faisait dans les banques. Après ça, cette année, nous avons vu qu'ils ont encore allégé cette tâche où tu peux rester sur place avec l'aide des agents de Timon. Tu t'inscris en ligne, ils t'aident à payer aussi en ligne et tu viens pour le dépôt définitif, tu ne vois plus de queue. Merci. Alors, j'ai circulé un peu sur le site et j'ai fait un tour à la bibliothèque et j'ai vu beaucoup d'étudiants accrochés à leur smartphone, sûrement qu'ils bénéficiaient de la connexion Wi-Fi de l'université, si je me trompe. Oui, bien sûr. Chaque étudiant, après l'inscription, a un code Wi-Fi personnel propre à lui, chaque étudiant. Merci. Alors, le professeur Sanda a parlé de quelques filières de formation. Et professeur Pacha, alors dites-nous, est-ce que vous-même, présent Kanani ou bien l'ensemble de vos camarades étudiants, est-ce que vous êtes aussi serein que quand vous sortirez de l'université, vous aurez à trouver de l'emploi, soit dans une institution publique, parapublique, privée, ou bien vous-même vous alliez initier quelque chose pour vous auto-employer? Voilà. Pour cette question, nous voyons qu'il y a pas mal de nos frères qui sont sortis, mais ils sont en train de se chercher. Mais il n'y a pas trop de structures pour pouvoir les accueillir. Mais ils ont bien reçu la formation dans ces structures. Mais nous voyons que d'autres sont en train de pouvoir se chercher pour pouvoir eux-mêmes entreprendre. Mais les structures qui doivent être là pour accueillir directement ces étudiants ne sont pas assez nombreux comme ça. Merci. Je rappelle le professeur Pacha, une question qui me vient à l'instant à l'esprit.
Eh bien, professeur, quand on regarde la zone, on voit que les montagnes des pays kabyles, l'Osso, sont devenues aussi nues que la tête de quelques camarades que je vois ici. Il se pose un problème réel de l'environnement, l'avancée du désert qu'on sent, surtout en ce temps d'armatan. Dans le même temps, le gouvernement a identifié votre zone, la zone de la Kara, pour l'un des agropoles. Alors, est-ce que l'université de Kara s'apprête à accompagner ce mouvement à la fois de préservation de l'environnement et de promotion de l'agriculture? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce point, j'évoquerai deux éléments. Le premier, c'est le programme mis en place par le président Sanda, et que nous appelons Campus Citoyen. Campus Citoyen regroupe l'ensemble des projets que l'université pilote en direction de la société. Puisque nous sommes situés dans un environnement social, il faut que l'université impacte cet environnement-là. Et entre autres projets, il y a le reboisement et bien une organisation de la population à la base pour qu'elle puisse en arriver à la prise en charge d'elle-même. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est ce que nous appelons le PND campus de l'Université de Kara. C'est-à-dire que nous avons relu les 3 axes du PND et nous avons extrait de ces axes-là tous les aspects qui peuvent nous permettre de monter des projets cohérents et efficaces que l'université, par ses moyens limités ou par des apports extérieurs, pourrait mettre en exergue pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre, dans la réalisation de ce vaste programme de développement de la société. Merci, professeur. Et je reviens donc à notre étudiant, à l'ami étudiant présent, Kanani. Donc, vous nous disiez tantôt que vous étiez optimiste quand vous seriez sorti de l'université. Donc, vous n'avez pas trop d'inquiétude pour le monde de l'emploi. On a des on s'inquiète. D'autant plus que, bon, admettant, moi je suis en FASEG, option finance et comptabilité. On se dit qu'il y a des institutions financières. Nous voyons encore des institutions financières. Mais lorsque nous finissons, on est très nombreux par rapport aux institutions pour nous accueillir. Et on s'inquiète beaucoup. Merci. Eh bien, nous avons une tradition. À partir de 12 h, nous ouvrons le club de la presse aux amis auditeurs qui appellent. Mais aujourd'hui, nous allons faire un tarif spécial. À partir de 12 h, l'émission sera plutôt ouverte aux étudiants dans la salle ici. Des questions que vous avez à poser aux professeurs que nous allons séquestrer jusqu'à la fin de l'émission. Il sera à votre disposition. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur et que moi je n'ai pas su appréhender, vous les lui adresser. Et également, pourquoi pas échanger avec votre camarade Kanani, ou bien pourquoi pas sur la question de l'actualité sociopolitique que nous allons débattre tantôt avec les confrères. Eh bien, professeur, vous êtes réquisitionné, vous restez dans la salle à la disposition de vos étudiants. Merci, mais avant le débat sociopolitique, Carlos Kamadi-Keto, bonjour. Bonjour, bonjour Sas. Bon, vous avez un petit commentaire à faire sur les présentations du professeur Pacha et de notre ami étudiant Kanani. Oui, je ne veux pas trop faire de commentaires parce que j'ai vu comment le visage du professeur Pacha, lui, quand l'étudiant démontrait les mérites de l'administration universitaire du Kara. Il n'a pas exprimé une certaine déception sur l'administration et aussi sur le fonctionnement. Donc il a plutôt donné raison à la démonstration, à l'intervention du professeur Pacha. Je pense que tout se passe pour le mieux à l'université de Kara. Je me fais le souhaiter bon vent à cette université et à ses responsables. Et si c'est l'étudiant qui a parlé et qui a vanté les mérites du travail accompli par les responsables de cette université, que cela vaut son pesant d'or. Et nous n'avons qu'à féliciter et à encourager les responsables de cette université à faire de l'éducation, du cursus universitaire, un canal qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir obtenir l'emploi qu'il faut et bon. Merci. Michel Salakawa Balutadiaro, bonjour. Bonjour Sas. Je me doute bien que si l'université de Kara, telle que nous venons d'entendre parler, existait lorsque vous aviez obtenu le bac, vous n'aurez pas nécessairement eu besoin d'aller vous transporter jusqu'à Lomé. Ah oui, les devoirs que nous avons eus lorsque nous étions, à travers que nous avons obtenu le bac. C'était il y a quelle année? En 1994. Ah, c'est pas hier ça. Ah oui. Et donc,
nous étions confrontés à un environnement nouveau, à Lomé, et avec toutes les difficultés. Mais bon, nous sommes battus pour être là où nous sommes aujourd'hui. C'est avec fierté que je constate que mes petits frères ont cette chance-là, et petites sœurs ont cette chance depuis 2004 avec l'ouverture de cette université, de rester sur place de votre maison, vous venez à l'université, où on a pas de chance. Et aujourd'hui, vous allez voir aussi qu'il y a des étudiants qui viennent d'un peu partout. Ce n'est pas les étudiants de la région de la Bouza seulement qui sont ici. C'est tout le territoire. Les étudiants viennent de Lomé parce que de plus en plus, le professeur Kacha, l'étudiant a retiré cela. On fait tout. Les autorités universitaires font des efforts pour alléger les difficultés que les étudiants éprouvent. Ils font un effort pour que cette situation soit allégée. Donc ça permet, ça donne quand même encouragement à d'autres étudiants de part de notre contrée d'arriver ici pour pouvoir assurer les études. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, on ne va pas dire que tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, en tout cas, cela va pour le reste. On va encourager les autorités universitaires à continuer à travailler davantage au fur et à mesure à alléger la tâche à nos petits soeurs, à nos petits frères. Merci de l'université. Passons maintenant à l'actualité sociopolitique et tous les Togolais le savent. Notre pays est déjà dans la fièvre de l'élection présidentielle dont le premier tour reste fixé au 22 février prochain et la campagne officielle va être ouverte, si je me trompe, le 6 février. On sent déjà un peu sur le terrain et dans vos médias une ambiance, certains diraient de pré-campagne. Moi, j'ose parler carrément d'une campagne plus ou moins ouverte. La preuve, j'ai quelques journaux ici, dont notamment Ouara les vainqueurs, Michel, votre journal paru aujourd'hui, qui titre 9 candidats dans le starting block. Fort et Sosina Nyasimbe, le favori, c'est votre article, vous nous en direz ce qui vous fonde à penser ainsi. Quant à vous, Carlos Komaviketou, votre journal, l'Indépendant Express, paru il y a quelques jours, titrait Akpeyome Kodjo, n'est ni Tshisekedi, ni Kabore, vous aussi vous nous en direz. Et Front des démocrates, lui, fait fixation sur Fort Nyasimbe et Akpeyome Kodjo, deux des candidats, et Flambeau se demande, Fort et Akpeyome, que valent-ils, que peuvent-ils? Et Carlos, à la lumière de ces trois journaux, qui sont loin d'être exhaustifs, de l'apparition de ce jour, le constat est quand même fait que dans les médias et sur les réseaux, l'attention porte de plus en plus sur Fort Nyasimbe et Akpeyome Kodjo, et les autres candidats viennent après. Oui, le constat est fait parce que c'est eux qui sont en ligne de mire aujourd'hui. Fort Nyasimbe, le président de la République, qui est passé à réussir sa candidature pour un 4e mandat malgré les contestations tous azimuts de part et d'autre. Et les gens attendaient fermement que le chef de l'État ne se présente plus à son 4e mandat. Et à la veille de l'annonce de cette 4e mandature et candidature, il y a eu beaucoup qui ont retenu leur souffle parce qu'entre-temps, il y a des informations, des rumeurs qui circulaient sur le fait que le président serait en train de réfléchir à ne plus se présenter un 4e mandat. Il y a eu également des informations qui faisaient état du fait qu'il y aura un autre candidat à part le chef de l'État qui va être le candidat du Parti Unir. Donc tout ce fantasme a auguré en fait la candidature, la 4e candidature du chef de l'État. C'est normal que cela puisse attirer l'attention dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans une situation de velléité politique que je ne vais pas appeler crise, où on venait de sortir d'une grave crise de 2017 et 2018 qui a failli basculer le Togo dans un spectre de violence et de guerre civile. Mais aujourd'hui, nous en sommes là, nous sommes en train d'aller à une nouvelle élection. Akpeyome Kodjo, pourquoi? Parce que cela a également suscité le fantasme, c'est ça qui a fait l'objet de notre article. Et Akpeyome Kodjo. Eh bien, nous reconnaissons avec Lomé, puisqu'entre-temps, le courant nous a fait défaut et nous vivons cette belle aventure. Ça nous arrivait à Lomé
nous avons été rattrapés par les coupures de la CET, même à Kara, ici à l'université. Le professeur Pacha comprend que l'université devra innover pour se rendre autonome vis-à-vis de la CET, un défi sur lequel l'université de Kara devra revenir. Eh bien, avant d'être coupé, Carlos, vous étiez en train de nous dire pourquoi les candidatures de Faure Gnassingbé et d'Adoyome donnent l'impression de prendre le pas un peu sur les autres. Oui, je ne sais pas où j'en étais, je ne sais pas si les dieux de Kara ne voulaient pas qu'on aille au bout de nos idées, mais... Non, c'est les dieux de la CET. Dieux de la CET, bon, dans tous les cas, je sais que Kara est une ville très hospitalière, je suis très à l'aise depuis que je suis là, et je pense que le message que je vais passer va pouvoir permettre que le Togo puisse évoluer en matière de en matière sociale. Donc, sur la question des candidatures, je ne sais pas où j'en étais, Faure Gnassingbé, je le disais, devrait susciter beaucoup d'engouement, sa 4e candidature, dans la mesure où, je le disais, qu'il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu beaucoup d'informations liées à cette candidature, à un moment donné où on doutait encore, et les militants de l'UNIR devaient retenir leur souffle, parce que la décision devait venir du chef de l'État lui-même, même si au niveau du pays, il y a eu beaucoup de manifestations, de mobilisations pour appeler le président de la République à dire oui à un 4e mandat. Il y avait des gens qui doutaient encore, connaissant Faure qui célèbre en surprise dans ce genre de situation. On a attendu jusqu'à ce que le président de la République dise oui avant qu'on ne soit sûr, puisque entre-temps, il y avait des noms qui ont circulé, faisant état du fait que c'est en fait lui qui devait être le candidat de l'UNIR, et tout cela, le président de la République a déjoué cela contre vents et marées, parce que vous savez, dans l'opinion nationale et une certaine opinion internationale, il y avait des gens qui contestaient une 4e candidature, un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Adoyome Kodjo, je l'ai dit, sa candidature est entourée de beaucoup de fantasmes, des fantasmes parfois les plus fous, et je ne veux pas dire parfois les plus farfelus, et dans la mesure où Adoyome Kodjo a été un baron du régime, et RPT, avec Gnassingbé Yandema qui était son mentor à un moment donné, quand il a compris qu'il n'était pas en voie d'être le successeur légitime et promis de Gnassingbé Yandema, il est rentré en courroux, en rébellion. Il a déclaré à l'époque, on se rappelle, il est en d'espérer, qui était un pamphlet qui a secoué l'opinion, du moins le parti RPT. Il est parti en exil avant de revenir, et depuis qu'il est revenu, on voit Adoyome tantôt voler au secours de l'opposition. On se rappelle le CST, le collectif sur le Togo, où Adoyome était la vedette, parfois en grimpant les murs et en participant aux manifestations et en engageant des discussions, des interventions très houleuses à l'endroit du président de la République du Togo. Et également, à un moment donné, on a vu Adoyome encore basculer du côté du pouvoir, en appelant les populations à voter pour le parti au pouvoir en 2015. Donc aujourd'hui, on continue de penser que Adoyome est maître de situation et il peut servir de courroie pour une certaine transition au Togo ou une certaine alternance. Ce que nous avons développé en démontrant à l'opinion qu'il y a trop de fantasmes autour de cette question, dans la mesure où, comme les gens le pensent, ou bien comme les partisans d'Adoyome le pensent, il n'est ni Tshisekedi ni Kaboré, parce que ces personnalités, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo, ont des profils intrinsèques qui sont loin d'être le profil de Adoyome Kodjo. Merci. On peut écrire même des thèses sur le parcours politique d'Adoyome, l'un des barons que d'aucuns voyaient déjà comme le dauphin de Faure Gnassingbé. Il n'en a pas été ainsi avec... d'aucuns le voyaient comme dauphin de Eyadema Gnassingbé. Il n'en a pas été ainsi avec sa rupture avec l'ancien système, l'exil. Il revient, il a été jugé, il a fait la prison, il est sorti et sa carrière politique continue. Il a initié un premier parti avec Maurice Daoukou-Péré qui n'a pas prospéré. Il est sorti, il a créé son parti au but qui vient de muer en MPDD. Entre-temps, on l'a vu au FRAC, au CST. Maintenant, il joue carrière solo. Il vient maintenant de se faire adouber par Monseigneur Kodjo. Et chaque jour, voit des gens se rallier à sa candidature. On suivra cela. Mais Michel, on pourra en dire
beaucoup plus d'ailleurs de Faure Gnassingbé, dont il faut reconnaître que l'idée de sa candidature en 2020 n'est pas continué à ne pas être du goût de tout le monde. Il n'y a plus besoin de revenir sur les contestations que le pays a connues de 1997 jusqu'à récemment. Lui-même a fait des déclarations sur la Deutsche Welle qui l'ont rattrapé. Il disait qu'en Afrique, il faudrait qu'un dirigeant fasse 2 ou 3 mandats. Lui-même est en passe d'être au 4e. Et puis sa candidature aussi a été singulière. On a vu des missions du Parti uni sillonner un peu partout le Togo. Faure Gnassingbé qui s'est vu affubler des noms de champions, de candidats naturels, même de Messi. Et lui-même, imprévisible comme il sait l'être, il ne s'est prononcé qu'à la veille de la date de clôture des dossiers. Malgré tout ça, votre journal voit en lui le favori pour l'élection à venir. Ah oui, je pense que sa candidature aujourd'hui est venue mettre fin aux spéculations parce que même au sein de UNIR, au cours des dernières minutes avant sa candidature, il y avait des inquiétudes. Les gens se posaient les questions par rapport aux rumeurs qui circulaient, mais est-ce que à la dernière minute, on ne va pas donner notre nom en dehors de leur champion comme eux-mêmes ils le disent. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Avec les réformes politiques opérées par l'Assemblée nationale, rien n'empêchait le chef de l'État d'être candidat. Et lui-même l'a dit, il va beaucoup réfléchir et qu'il donnera sa réponse. Et ce qu'il a fait tout récemment avec l'acceptation de sa candidature demandée sur toute l'étendue du territoire par ses militants et ses partisans. Donc je pense aujourd'hui... Oui, mais à ce niveau-là, son oui était vraiment in extremis, c'était pratiquement au tout dernier moment. Oui, c'est en politique, toutes les gymnastiques sont autorisées. Donc il avait le droit de dire à quel moment il veut pour déposer sa candidature. Maintenant, nous disons qu'il est favori. Si vous êtes un Togolais honnête, vous allez comprendre depuis sa candidature que c'est la déception dans le camp de ses adversaires parce qu'ils trouvent qu'avec sa candidature devant, il n'y a que maïs, comme le disent nos frères italiens. Donc, c'est pour dire que depuis 2005, avec son avènement au pouvoir, vous avez vu, il a initié la politique de réconciliation, suivi immédiatement avec la politique de grands travaux, et que ce soit les rues ou les grandes églises. Vous voyez, il a changé véritablement le visage du Togo. Si vous avez quitté le Togo il y a 15 ans, vous arrivez à l'aéroport Gnassingbé, vous avez l'impression de sortir d'un bal masqué parce que vous n'allez pas vous reconnaître, vous n'allez pas reconnaître le mec que vous connaissez avant de partir. Donc tout cela avec, comment l'appelle-t-on, la lutte contre la sécurité, parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région et partout ailleurs, la lutte contre la sécurité, vous savez qu'il est l'un des fers de lance dans cette lutte. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on ne peut pas se permettre de remettre le pouvoir dans les mains d'un Kidam, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, tout récemment, vous avez vu avec le PND où les Togolais, certains Togolais qui restaient les dents, mais il y a une stratégie de développement qu'il a initiée, qu'on a nommé le PND, et avec ça, avec les axes, les 3 axes, les Togolais, ceux qui croient pensent que on pourra donc s'en sortir avec la situation difficile que vit le Togo. Ce n'est pas le Togo seul, c'était d'autres pays ailleurs. Mais pour dire cela, nous avons dit que ce n'est pas, on n'est pas en train de dire que le Togo c'est un Eldorado, Alice au pays des merveilles. Nous disons que beaucoup de choses restent à faire parce qu'aujourd'hui il y a des Togolais qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Et c'est du devoir de ceux qui nous gouvernent, notamment lui, le président sortant, de faire en sorte que les Togolais, quand même, chaque soir, comme mettre quand même les marmites au feu dans chaque pays. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez tout ça là, vous comprendrez que sa candidature, vraiment, avec même la candidature d'Agoémé, parce que Agoémé, sa faiblesse, en tout cas à mon avis aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il reproche à ce régime, c'est lui-même. Non seulement il était membre du régime, mais c'était un des laborataires de ce régime. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas... Justement, à ce niveau, Agoémé pourrait dire que lui, il a quitté la barque du RPT uni il y a une vingtaine d'années et qu'il n'est plus comptable de ce qu'on pourrait lui reprocher au système aujourd'hui. Oui, mais quand vous étiez, quand l'on le disait, quand il était encore aux affaires, vous savez, c'était l'un des plus fidèles du président Yadema. Et on connaît les méthodes de M. Agoémé. On sait que c'est l'un des
laborantin du système. Aujourd'hui, ça le colle à la peau. Il ne peut pas, c'est vrai, tu l'as dit, il a quitté la banque il y a 20 ans, mais on sait aussi comment c'est déroulement, il est aussi avec le régime bras dessous, on sait tout ça. Donc aujourd'hui, on ne peut, il n'est pas l'homme qui peut, à mon avis, nous sortir d'Afrique. Tant bien même, on sait qu'il a vraiment un carnet d'adresses vraiment bien garni parce que il a dirigé le port autonome de Lomé. Après cela, il était à la tête d'une société. Après, il a été d'abord longtemps ministre. Il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il ne reste qu'un seul pas. Mais est-ce que ce pas pour être à la présidence, il pourra la franchir parce que en face de lui, il y a encore un certain Faure Gnassingbé. Justement, Faure Gnassingbé, en 15 ans, d'abord, la coopération a été renouée avec l'extérieur. Les réformes macroéconomiques sont plutôt au vert et beaucoup d'autres choses. C'est avec Faure Gnassingbé qu'on a eu la CVJR et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas étaler ici. Mais Macabouflan, il y a longtemps que vous nous assistez en passif. Est-ce qu'il y a les actifs de Faure Gnassingbé, mais il y a également les passifs? Donc on trouve que actuellement en Afrique et dans le monde, un dirigeant qui va encore être aux affaires pendant 20 ans, 25 ans, ça ne fait pas bon ménage. Et d'autres vont jusqu'à ajouter ces 15 ans de pouvoir aux 38 ans de feu son père. Et autre chose également qu'on reproche à Faure Gnassingbé, c'est qu'il initie beaucoup de projets, mais il n'est pas très regardant dans le suivi. Beaucoup d'éléphants blancs, des projets lancés qui ne prospèrent pas. Donc ils vont jusqu'à l'accuser d'impunité économique dans son entourage. Est-ce que ces aspects ne risqueraient pas de jouer contre le candidat Faure Gnassingbé? Oui, bien évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui, à mon avis, risquent de jouer contre le candidat Faure Gnassingbé. Mais tout comme les 10 ou 9 candidats qui sont dans la course aujourd'hui pour cette élection, je pense que le président Faure Gnassingbé a des actifs et des passifs. On a listé tout à l'heure un certain nombre de ses actifs, vous avez parlé également de ses passifs, mais quand vous mettez dans la balance les actifs par rapport aux passifs, il n'y a pas d'équilibre pour dire qu'on pourrait juger négativement le candidat Faure Gnassingbé. Maintenant, il faudrait avoir le courage aussi de prendre à la loupe quelques autres candidats. Je pense qu'on a parlé assez d'Agboyomé Kodio, qui à mon avis est un candidat très controversé, ne serait-ce que par les conditions dans lesquelles il s'est fait adouber par le prélat, comment il a doublé tous ses partenaires ces derniers jours avant de se faire choisir comme candidat. Et puis il y a aussi celui qui, sur les dernières élections, en tout cas les 3-4 dernières élections auxquelles il a participé avec son parti, en tout cas quand il a participé, est venu systématiquement deuxième. Et donc aujourd'hui, on peut dire la deuxième force politique du pays. C'est l'ANC qui a son candidat. L'ANC aujourd'hui est le parti d'opposition qui, à mon avis, a le plus grand maillage électoral. Et même si on ne peut pas donner l'ANC comme favori aujourd'hui, surtout face à un Faure Gnassingbé avec tout ce qu'il a comme bilan, avec tout ce qu'il a comme actif, mais surtout avec la machine que Faure Gnassingbé est derrière, parce qu'on feint d'oublier cet aspect-là. Mais quand les populations, quand les gens disaient qu'il fallait que Faure Gnassingbé soit candidat, ce sont des gens qui descendaient dans les rues, ce sont des milliers de Togolais un peu partout sur le territoire national qui sont descendus pour réclamer cette candidature-là. Et vous rappelez tout à l'heure que cette candidature était in extremis. Et moi j'ai senti... Non, c'est son oui qui a été in extremis. Oui, le oui à cette candidature était in extremis. Même moi j'ai senti une certaine fébrilité dans le camp du parti UNIR, une certaine inquiétude par rapport à ceux qui pensaient que leur champion ne serait pas candidat. C'est dire aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà des aspects de mandat et tout, que Faure Gnassingbé a derrière lui une bonne partie de la population qui soutient sa candidature. Maintenant, j'aimerais quand même dire que, comme Faure Gnassingbé lui-même l'a reconnu devant les militants, les cadres du parti, qui lui ont présenté le vœu des militants du parti, aucun parti ne doit partir aujourd'hui à ces élections avec triomphalisme. Il faut une certaine dose d'humilité pour aborder ces échéances-là, parce qu'il faut rappeler quand même que ce sont des échéances électorales, ce sont des populations qu'il y aura à séduire, et au lieu pour un certain nombre de candidats de déporter le débat sur les médias, de déporter le débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux,
c'est le terrain. Et moi, pour moi qui viens de traverser 420 km pour venir à l'intérieur du pays, au-delà du parti UNIR, je n'ai pas véritablement senti la présence des autres challengers sur le terrain. Merci. Chacun des 9 ou 10 candidats part avec ses avantages et ses inconvénients, mais il y a également tout un débat sur les moyens dont disposent tous les candidats, de Faure Gnassingbé, président sortant, à tous les autres. Mais comme Marc le rappelait, Faure Gnassingbé a dit à ses cadres UNIR, attention, ne dormons pas sur nos lauriers. Il a recommandé une campagne de proximité et c'est ce qu'on constate au jour le jour. Alors chaque jour, c'est Faure Gnassingbé même qu'on voit dans un champ de coton, dans un champ de maïs. Il va au contact un peu partout des populations. Et à part lui, il y a disons, les membres de son parti, Madame Memounatou pour la région sud et un peu partout dans les régions, c'est les caravanes du parti uni qui vont à la conquête des populations. Cela risque d'être un élément déterminant. N'est-ce pas, Carlos? Ce n'est pas étonnant, et je suis tombé des nues par la démonstration un peu trop publicitaire et osée des actions du président de la République du Togo. C'est normal qu'on puisse parler ainsi dans la mesure où c'est lui qui détient le pouvoir, c'est lui qui détient les régies financières, c'est lui qui détient l'armée, c'est lui qui détient tout ce qui consiste aux richesses de la nation, du pays, du Togo. Et ce n'est pas sûr, ce n'est pas avéré que ces richesses sont gérées dans un cadre orthodoxe. Et on a dénoncé un certain nombre de manquements. Le chef de l'État lui-même a reconnu qu'autour de lui, il y a une minorité qui continue de piller le pays et de ne pas équilibrer les richesses. Donc, juste tombé de lui qu'on puisse en faire autant de publicité, parce qu'il y a un certain nombre de principes, notamment démocratiques, qui devaient prendre le dessus et qui ne devraient pas être occultés, si je m'adresse à mes confrères. Parce qu'il y a le principe du quatrième mandat. Vous savez, si on a fait un premier mandat, un deuxième mandat et on arrive à un troisième mandat, et que le chef de l'État lui-même, comme vous l'avez dit, Saskaou, a déclaré solennellement sur la Deutsche Welle que pour que la démocratie évolue en Afrique, il faut les limiter les mandats à 2 ou à 3. Ça veut dire qu'il est contre la démocratie en Afrique s'il se présente à un quatrième mandat. C'est pas logique. Vous avez parlé des éléphants blancs. Mais si, en 5 ans, où on a promis un mandat social qui devait permettre aux Togolais de s'épanouir de façon véritable, et c'est à 1 mois de la prochaine élection qu'on voit le chef de l'État dans les champs de mil, de maïs, de riz. Là, je trouve que c'est scandaleux. On n'a pas été proche de la population pendant tout le mandat de 5 ans. Et c'est à la dernière minute qu'on s'engage avec les moyens de l'État parce que la campagne n'a pas été encore véritablement lancée. Et on s'engage à faire cela. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain déséquilibre qui marque les candidatures. Et puis, on est en train de parler très longtemps sans parler de la deuxième force politique du Togo, l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Mais en politique, on ne voit pas le beau visage de la personne, on ne voit pas les carnets d'adresse de la personne, mais on voit les électeurs. Et Jean-Pierre Fabre, à plusieurs élections, est allé jusqu'à 30% de population qui ont voté pour lui. Et si on est jusqu'à 30, jusqu'à près de 40% de la population qui est avec toi, c'est qu'on peut basculer les choses à tout moment, surtout que l'histoire du Togo a démontré que les élections n'ont jamais été démocratiques. Et si on veut veiller au grain, au résultat des élections, à son organisation, à l'équilibre des dépenses en matière électorale, en matière de campagne électorale, je pense que Jean-Pierre Fabre l'emporterait. Donc la politique, ce n'est pas de la magie. Ceux qui sont dans la précipitation pour dire que voilà, telle personne a un carnet d'adresse, telle personne a fait cela, c'est assez étonnant qu'on puisse penser que pour l'alternance, il faut faire revenir Messrado Mekodo parce qu'il est à même de discuter avec l'armée, avec les anciens barons pour créer des conditions d'une certaine alternance. On fonctionne comme si le RPT UNIR était sur une autre planète et que l'armée en question ne suit pas l'actualité politique. Quel est cet officier de l'armée qui va se faire appeler par la Kodo, ben venez, on va négocier l'alternance, on va chercher Fabre Gnassingbé, mais ça c'est une folie qu'on est en train de développer en matière politique. Donc il faut être réaliste. Aujourd'hui, on sait que le prélat, vous savez, la connaissance, on le dit en philosophie, évolue avec le logarithme du temps. Et Monseigneur Kodro, il a près de 80 ans. Et on se demande s'il a encore cet équilibre psychologique et mental pour pouvoir inspirer un candidat comme M. Adoumé Kodro. Donc il faut commencer par voir les choses en face et être réaliste plutôt que de construire des planètes sur la comète, des plans sur la comète en attendant de voir le miracle se produire. Merci, merci. C'est vrai que depuis quelque temps,
en se référant aux médias et aux réseaux sociaux, on a l'impression que c'est Faure Gnassingbé et Akpayomé qui seraient en tête, mais il ne faut pas... Donc on aurait tort d'oublier trop vite Jean-Pierre Fabre. Rappelez que déjà en 2010, alors candidat de l'UFC, Fabre était arrivé en deuxième position avec plus de 30%. Même succès, enfin même prouesse qu'il a réalisé en 2015, où il est encore venu, perdant certes, mais deuxième derrière Faure Gnassingbé, encore avec un score de 30, au-delà de 30%. Et aux dernières élections municipales, l'ANC qui est allé en bataille seul, arrive encore en tête par rapport aux autres partis, individuellement ou collectivement. Ça veut dire que l'ANC et son parti, et Fabre, pourraient nous cacher quelque chose, d'autant plus qu'on le constatera quand la campagne sera ouverte. Eh bien, nous allons juste marquer un petit temps commercial et nous allons nous ouvrir à la salle, notamment les étudiants, pourquoi pas les confrères, les débats sur l'université de Kara et les débats que les confrères animent sur l'élection présidentielle. Vos points de vue, vos questions sont les bienvenus, juste le temps que nous respirions un peu. Nous revenons en ligne avec la base de Lomé, dont Pierrot Gado Suleiman. Nous remercions encore une fois l'université de Kara, dont le professeur Facha et lycée supérieur, ainsi collègues qui nous accueillent. La ville de Kara avec en tête le préfet, le colonel Bakali, qui nous ouvre si grandement sa ville pour cette émission que nous animons. Et bien maintenant, la partie la plus inclusive, nous allons recevoir vos questions et vos commentaires. Je suis heureux d'avoir comme premier intervenant une dame. Madame? Bonjour monsieur. Oui. Je suis Denise Kebala, étudiante en lettres modernes, deuxième année. Bon, ma question est la suivante. Nous sommes assez nombreux à l'université de Kara et nous manquons de place dans les amphis. Donc la question est plus ceci. C'est un peu difficile. Comment l'administration compte-t-elle nous aider à mieux suivre les plans de bonne commission? Merci. Merci mademoiselle pour ce courage. Professeur Bacha, vos étudiants ne trouvent pas de place dans les amphis. Ils ont quelques difficultés à se transporter de la ville à l'université. Vous qui savez anticiper sur les choses, qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Merci M. Sass. C'est vrai, quand on regarde, ce n'est pas une situation difficile à constater en termes d'effectifs surabondants, en termes de moyens de transport limités. Mais je vous avoue que l'université fait ce qu'elle peut faire à ce jour pour essayer de réussir cela. L'objectif à court et peut-être à long terme, c'est de voir comment on peut aider les étudiants à suivre les cours sans être obligés de se déplacer. C'est en partie pour cela que depuis 2 ans déjà, au niveau académique, on a fait en sorte que chaque enseignant laisse son syllabus, mais son cours à la disposition des étudiants. Ce qui veut dire que quand le cours est programmé, l'étudiant qui a compris en lisant le cours à la maison ne se gêne même plus de venir. C'est pour pallier ces aspects-là. Maintenant, au niveau du déplacement, je vous avoue que depuis 2-3 ans, l'université a augmenté considérablement son parc automobile. Et le président est vraiment à pied d'œuvre pour acheter encore de nouveaux bus parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, plus de 6 000 nouveaux bacheliers qui sont arrivés. Donc tout ce contingent, il faut pouvoir le gérer avec les difficultés antérieures. Et là, voilà. Maintenant, par rapport aux infrastructures, la construction des salles, etc., ce n'est pas de la responsabilité de l'université. L'université ne construit pas les salles. C'est le gouvernement qui construit les salles. Et tant qu'il n'a pas les moyens de le faire, nous n'allons pas démissionner de notre responsabilité de former la jeunesse de demain. On peut la former dans les conditions où nous sommes. Et nous sommes fiers quand on fait les statistiques. Sur le plan national, dans l'administration et autres secteurs, nous sommes déjà très fiers de trouver nos étudiants occupant des postes de très haut niveau. Donc, nous faisons beaucoup de choses en bien avec peu de moyens. Merci professeur, mais vous gagneriez encore à faire du meilleur avec peut-être un peu plus de moyens. D'une étudiante à une autre. Madame, bonjour. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour, je me nomme
Nicole Larrey. Je me nomme Nicole Larrey, je suis étudiante en lettres modernes, deuxième année. J'avais deux questions. Ma première question, ma camarade l'a déjà posée. Ma seconde question aussi, c'est que le professeur Pacha a parlé de belles licences professionnelles qui vont mises en place au sein de l'Université de Kara pour pouvoir avoir accès rapidement aux fonctions publiques du Togo. Mais quant à nous autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous autres qui? Bon, ceux qui ne sont pas de licence professionnelle. Notamment en littérature. Oui. Bien, vous avez écrit des romans? Ou bien, professeur? Écoutez la réponse du professeur. Alors, les littéraires, comme moi-même, ont quelques raisons de s'inquiéter. Vous lancez des curricula, disons, pour les scientifiques, les techniques, même nous qui ne savons que bien parler là. Est-ce que vous pensez à nous aussi? La société ne vit pas que des scientifiques et des techniciens. Les littéraires ont leur place sous le soleil. Et je suis très content que les deux premières demoiselles qui ont pris le micro soient du département de lettres modernes, où moi aussi je travaille. Alors, les aspects qu'elle évoque, comme quoi la formation professionnelle donne plus de chance à ceux qui y passent, c'est bien réel. Et je l'ai dit tantôt, c'est des bassins d'emploi ciblés. Ici, pour votre cas, vous êtes dans la formation classique, fondamentale, qui a longtemps fonctionné. Et c'est parce que le président a constaté que la formation classique ne fait pas, ne donne pas la chance à la jeunesse au sortir des départements d'intégrer facilement le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoins en ce sens-là. Parce que si on prend seulement le cas de l'enseignement, les profs de français, on en a besoin et on en aura besoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je voudrais dire à tous les étudiants qui m'écoutent à cet instant, c'est que en réalité, si vous êtes perspicace, l'université vous donne une formation jusqu'en licence pour vous ouvrir les yeux sur la réalité sociale. À partir de la licence, vous devez avoir le réflexe de réfléchir autrement pour ne pas être obligé d'aller forcément vers la fonction publique. Parce que la fonction publique chez nous est un espace restreint par rapport aux besoins et par rapport aux réalités. Donc si on tient compte de cela, on peut avoir d'autres imaginations pour que les acquis théoriques jusqu'au niveau licence nous permettent de rebondir autrement dans notre vie active. Merci professeur. En bon nombre de lettres, il a toujours les réponses à toutes les questions qui lui sont adressées. Madame, vous avez de qui apprendre. Maintenant, nous allons avoir un étudiant. Bonjour l'ami. Bonjour monsieur. Je réponds au nom de Alali Assoumana. Je suis étudiant. Je suis étudiant en Master 1, Sciences du langage. Ma question est adressée plutôt à monsieur le directeur de la classe. En tout temps, depuis 2016, le président est arrivé et on a constaté des innovations, mais la formation et les qualités. Et cette année, on constate que les sorties de terrain ne sont pas autorisées, sous prétexte que l'université ne peut pas financer les sorties de terrain et autres. On ne sait pas, c'est l'État qui refuse de financer ou bien c'est l'université même qui a pris cette décision. Et il y a une deuxième question concernant les bus. Les bus ne circulent pas au-delà de la préfecture de la COSA. On ne sait pas, est-ce que c'est l'université aussi qui a pris cette décision, ou bien c'est dû à quelque chose, ou bien c'est l'État même qui a proposé que les bus se limitent seulement dans le rayon de la préfecture. Merci. Je ne suis pas l'avocat du professeur, mais je vous rappelle qu'à Lomé, les bus ne dépassent, j'essaie de Lomé, les bus ne dépassent pas les limites de la ville de Lomé. Je ne parle même pas de la préfecture du Golfe. Mais professeur, la question est à vous. Oui, avant de répondre à sa question, je voudrais qu'il nous dise lui-même, quand il prend le bus pour aller et pour revenir, il paie combien au cours de la journée? Ok, pour le bus,
c'est un ticket, tu achètes un ticket de 50 francs. Donc 50 francs pour aller. Maintenant, si tu veux retourner, c'est avec un ticket de 50 francs aussi. Donc à chaque fois que tu veux monter dans le bus, il faut un ticket. Bien, si vous prenez le Zémidian de chez vous au campus, juste à titre comparatif pour voir le gap qu'il y a entre ce que l'université dépense pour le déplacement des étudiants et si les étudiants eux-mêmes prenaient en charge leur propre déplacement. Je vous rappelle qu'à l'université de Lomé, un voyage c'est 200 francs. Alors entre 200 francs et 50 francs, vous voyez une différence de 150. Ça veut dire que de votre maison au campus et du campus à votre maison, au cours de la journée, vous dépensez 100 francs. Si c'était 200 francs comme à Lomé, ça fait 400 francs. Ce qui veut dire que par rapport à Lomé, l'université de Kara perd chaque année et chaque jour 300 francs. Nous allons vers le prix du litre du gasoil. Pour vous déplacer de votre lieu à la maison, vous ne pouvez pas imaginer ce que le bus consomme pour vous seul. J'en arrive au constat que, avant de poser des questions de ce genre, il faut s'informer pour voir comment ça se passe du point de vue concret. Et voir qu'en vérité, dans la situation où nous sommes, l'université dépense énormément pour chaque étudiant. Je ne dis pas que c'est beaucoup trop. Je ne dis même pas que c'est beaucoup, mais par rapport à ces moyens, voilà la situation. Merci, je profite professeur. pour vous ajouter une autre vérité. Pour prendre l'inscription à l'université, pour les 60-65 crédits, l'étudiant paye 23 500 au cours de l'année. Et au cours de l'année, l'université dépense 350 000 pour porter les charges de l'étudiant. Et c'est calculé en tenant compte de plusieurs variables. Donc, jusque-là, je ne dis pas que l'université en fait assez, mais par rapport aux réalités dans lesquelles nous sommes, je crois qu'il faut savoir tout cela pour raviser. Merci, professeur. Mais il s'inquiète également pour les sorties de terrain. Pour les sorties de terrain, c'est sur le plan pédagogique. Les situations évoluent. Et quand ça arrive à un moment, une gouvernance sait sacrifier certaines situations. Lorsque les conditions le permettront, les sorties de terrain reprendront. Merci, merci. Je rappelle que il y a l'université de Kara, mais également l'actualité sociopolitique. Je serais étonné que les étudiants de Kara ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle. Puisque vous êtes tous des majeurs, vous avez sûrement vos cartes d'électeurs, vous allez voter, vous avez écouté les confrères. Qu'est-ce que tout ça vous dit, vous, en tant que citoyen, citoyenne? Je réponds au nom de Kandor Kodama, étudiant en faculté de droit et des sciences politiques à l'université de Kara. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité et permettez-moi de féliciter les autorités de l'université de Kara pour le travail qu'ils font. C'est un travail énorme, on voit l'évolution d'année en année et quand bien même que nous ne sommes pas encore à l'optimum. Chers amis, nous avons déjà écouté, disons, les efforts que fait l'université, on en a pris acte et on les a exhortés à faire davantage. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à demander davantage? Oui, exactement. Ma question concerne la bibliothèque universitaire. Nous avions une bibliothèque, mais sauf que les documents que comporte cette bibliothèque sont vétustes. Et à un moment donné, les professeurs nous renvoient à la bibliothèque, mais nous ne trouvons pas des documents récents pour pouvoir lire et étoffer nos esprits. Ma question, c'était de savoir si les autorités universitaires pouvaient faire quelque chose pour mettre à la disposition de nous les étudiants des documents récents pour nos études. Professeur? Oui, et dans le programme de numérisation qui tient à cœur le président Sanda, je crois que la bibliothèque vient d'acquérir un logiciel de recherche. Un spécialiste est venu de Lomé, il a installé le logiciel. Il suffit d'aller à la bibliothèque, demander à vous inscrire dans le logiciel. Vous avez accès à toute la documentation moderne. Si vous vous limitez au rayon seulement, vous n'aurez pas ce que vous recherchez. Mais en rentrant dans le nouveau logiciel, vous avez accès à toute la documentation ancienne et récente. Merci, professeur. Le constat est fait qu'il y a débat à l'université, les étudiants qui peuvent voir leur professeur en face et lui adresser directement les questions, et celui-ci qui se rend disponible, ça c'est un acquis. Maintenant, pour terminer, j'aimerais quand même une ou deux interventions des amis étudiants sur la situation électorale dans notre pays. Vous êtes des majeurs, vous allez devoir vous décider pour quelqu'un
qui aura toute la charge du Togo pendant les 5 années. Le débat ne peut pas vous intéresser. Alors, quelqu'un pour me conforter que j'ai raison? Oui, professeur. Les universités publiques du Togo ne traitent pas de sujets politiques sur les campus. Ça veut dire que les universités publiques n'ont pas de parti politique, mais il y a les militants des partis qui vivent et travaillent sur le campus. Donc il faut en tenir compte. J'en tiens compte, d'autant plus que nous avons appris ce matin même qu'un candidat déclaré et dont le dossier est reçu par la CENI pour l'élection présidentielle se trouve en mission d'enseignement à l'université de Kara. Il est venu enseigner sa matière et ne pas parler politique. Merci pour cette précision. Et bien, ceci étant, nous allons devoir revenir ici dans ce studio improvisé, dans cet amphithéâtre. Michel Tchadja est là? Oui. Bon, vous allez faire le point un peu sur le débat sur l'université également, surtout la question de la politique. Vous avez tout cela 90 secondes. Non, je pense que les étudiants ont eu le temps de poser des questions liées au cadre académique et pédagogique. Ils en ont eu des réponses de la part du directeur de la DAS. Par rapport au sujet dont nous débattions, le sujet concernant les candidatures à la présidentielle du 22 février prochain, je pense que aujourd'hui, ce qui fait que certains ne sont pas à l'aise avec la candidature de Faure Gnassingbé, mon frère Carlos parlait de Jean-Pierre Fabre qu'il ne faut pas ignorer parce qu'il a été deuxième en 2010 et en 2015, c'est vrai. Mais les réalités de notre pays sont là, il faut les regarder avec courage. Parce que, en réalité, ces gens-là, leur programme, c'est quoi? C'est parce que, pour eux, leur programme, c'est que le régime a tellement duré, après 38 ans de Faure Gnassingbé, de Gnassingbé et Adema, Faure Gnassingbé a fait 15 ans et pour eux, ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire si Faure Gnassingbé quittait demain le pouvoir? Ils ne sont pas en mesure de dire quoi que ce soit. Donc leur seul slogan ou leur seul argument de campagne, que ce soit en 2010 ou en 2015, c'est que le régime a trop duré. Mais même si ce régime a trop duré, on le sait, mais lui, au moins, il nous dit ce qu'il fait. Faure Gnassingbé a fait des promesses, il a tenu certaines, peut-être d'autres, ça va arriver, mais les autres ne nous disent jamais ce qu'ils veulent faire de notre pays. Alors que dans le contexte actuel, l'environnement dans lequel nous vivons, les Togolais, beaucoup de Togolais ont peur de faire un saut dans l'inconnu. Et donc, je disais tantôt que la situation sécuritaire aujourd'hui nous recommande beaucoup d'attention, de retenue lorsque nous avons à faire un choix politique parce qu'il faut que quelqu'un soit à même de pouvoir gérer ce pays-là avec une expérience donnée. Et Faure Gnassingbé en a cette expérience, 15 ans qu'il est au pouvoir. Mais mon confrère parlait dans sa déclaration de Berlin où il disait qu'il faut qu'un président en Afrique fasse 2 ou 3 mandats maximum. C'est vrai, il le disait au moment où c'était pas limité, le mandat n'était pas limité dans son pays. Aujourd'hui c'est limité, les compteurs sont à 0. Je pense que c'est une expression qui fait mal à certains, mais c'est normal, c'est comme ça. Le compteur est à 0. Et donc, il est à même de pouvoir se présenter. Ce qu'il a fait, aujourd'hui il revient aux autres en face de lui de s'organiser. Comme on le dit, chez nous en pays caviar, lorsque vous voyez votre adversaire, il ne faut pas le minimiser. Ce qu'il a dit à ces militants-là, ces cadres unis la dernière fois, qu'il ne faut pas créer trop de victoires, que les gens quand même se mettent au travail. Il revient même maintenant à ses adversaires de s'organiser. Je pense qu'ils pourront faire voilà sur le terrain ce qu'ils sont capables de faire. Merci Michel Tchadja pour votre conclusion. Mais vous restez, parce que le dernier acte du club de la presse, c'est de décerner un carton à une personnalité physique ou morale. Vous avez votre tour. Carlos, votre conclusion. Oui, je me réserve de répondre ou de réagir à la déclaration de mon confrère. Parce que je suis à 420 km de Lomé, je ne suis pas proche de mon domicile. Quand je ne suis pas proche de sa maison, on contrôle son langage. Donc je ne vais pas oser un certain nombre de choses.
Mais ce que je vais lui demander, c'est de s'approcher beaucoup plus des partis politiques engagés dans la lutte pour le fauteuil présidentiel, de les approcher et de demander s'ils n'ont pas un programme. Si un peuple vote déjà à 32% pour un candidat pour être candidat président de la République, c'est que la personne inspire une certaine confiance, une certaine dynamique de pouvoir diriger le pays et de répondre par rapport à ce qui est déjà fait. Donc on ne peut pas dire tout simplement que ça c'est une formule bateau qu'on utilise dans les rues en disant que l'opposition n'a que ambition ou bien n'a que programme de demander au président de la République de quitter ou bien de faire l'alternance. C'est normal dans un pays où une seule famille dirige le pays pendant plus de 50 ans, plus de 60 ans, mais on a le droit d'en faire un programme politique pour qu'il y ait alternance. Ça c'est légitime et c'est normal. Et puis quand il demande de savoir si les autres opposants au président Faure Gnassingbé n'ont qu'à affirmer ou bien n'ont qu'à démontrer ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas été au pouvoir, ils n'ont pas géré les biens du pays, ils n'ont pas géré les richesses et les recettes. Mais il faut laisser quelqu'un, après 15 ans, venir aussi faire son expérience pour faire la différence. On ne peut pas faire la comparaison d'une seule chose. Mais il faut qu'à un moment donné, on n'a pas demandé à Faure Gnassingbé de ne pas installer son parti sur des bases d'une élection qui vaille la peine, mais de voir au niveau de ce parti. Il y a aussi des personnes représentatives qui ont une certaine compétence, qui peuvent encore mieux faire, ou faire comme Faure Gnassingbé. Je ne peux pas, aujourd'hui sur ce plateau, m'insulter, m'infliger des insultes que je ne suis pas capable de faire ce que Faure Gnassingbé a fait, si je suis le président. Donc il faut éviter tout simplement de jeter l'anathème sur des gens tout simplement parce qu'ils veulent s'engager dans une lutte pour épanouir un pays qui aujourd'hui a des difficultés à décoller. On voit ce qui est artificiel, on voit tout ce qu'on voit, mais ce n'est pas forcément la réalité sur le terrain. Donc je pense qu'il faut plutôt faire le fair play, appeler tout le monde à l'apaisement afin que les conditions d'élection soient plus ou moins démocratiques. Merci. Ainsi va le club de la presse au jour le jour, du lundi au vendredi. Nous sommes heureux de tenir ce débat. Aucun sujet tabou. Nous serons encore sur les lieux demain, mais pour rassurer Carlos, on a beau se trouver à Kara, à 420 km de son domicile, on peut dormir tranquille, parler librement, sortir en ville, découvrir Kara et revenir animer encore le club de la presse demain, vendredi. Encore une fois, notre gratitude au professeur Pacha qui s'est vraiment montré disponible, et cette gratitude-là va au-delà de lui au professeur Sanda, dont les étudiants, même dans leur critique, ont reconnu les mérites en termes d'innovation. Mais il y a encore du travail à faire sur le terrain. Le professeur Pacha, le professeur Sanda ne nous démentiront pas. Merci encore à la ville de Kara qui s'ouvre si grandement à nous. Et nous allons en profiter jusqu'à partir le samedi matin. Maintenant, carton. Et le club de la presse un carton vert pour féliciter une action. Carton jaune pour mettre en garde. Ou bien carton rouge pour sanctionner. Et c'est un privilège qui est laissé aux journalistes du jour. Carlos, votre carton. Oui, ça fait... mon dernier séjour à Kara date de l'année 2015, donc ça fait 5 ans que je suis encore venu à Kara. Quand je suis venu, j'ai vu un certain nombre de changements et puis j'annonce également solennellement au club de la presse que, représentant le patronat de la presse congolaise de PPT, je reviendrai d'ici là, le 30 et le 31 janvier prochain, à la fin du mois, pour organiser l'atelier de formation des journalistes pour l'élection présidentielle. Cela veut dire que si Kara a été choisi, c'est que Kara crée des conditions d'hospitalité, d'apaisement et de sécurité. Je sais que je vois que je me suis rattrapé. Donc ça permet de dire que je donne un carton vert à la ville de Kara et à ses dirigeants, notamment le colonel Bakali, qui est le préfet de la localité, qui est le chef de merci Michel. Votre carton de fin d'émission? Non, mon carton, il est vert, il est adressé aux autorités de l'université de Kara et puis surtout aux étudiants de Kara qui vraiment ont fait montre de la bonne volonté depuis que nous sommes là, qui viennent voir nos journaux qu'on a exposés depuis hier et qui sont encore ici présents pour écouter ce que nous sommes en train de faire. Donc, carton vert aux autorités de l'université de la Côte de Kara et les étudiants de l'université de Kara.
Merci. Le professeur Pacha comprendra que si votre enfant vous dit merci, c'est qu'il en demande davantage pour les jours à venir. Je voudrais dire un merci tout particulièrement à madame, l'épouse du ministre Kondi Charlaba, qui m'a passé une recette de Nabani en pays Bassa. C'est avec ça que ma voix se travaille. Ce n'est pas encore ça, mais cette recette de Nabani aide ma voix qui revient. Demain, ce sera encore meilleur. Merci donc, professeur Pacha. Nous nous retrouvons demain, vendredi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.